Kevin Mahoney. Notre premier cas pour l'épisode de ce mois trop près de chez vous nous vient de notre mécène Jennifer Babcock, qui a choisi la ville de Fargo dans le Dakota du Nord. Avec une population d'environ 125 000 habitants, Fargo est un centre social dynamique qui possède une université bien établie et plusieurs festivals populaires qui sont organisés tout au long de l'année. Elle compte également plusieurs crimes horribles mais peu connus qui restent non résolus. Kevin Gerald Mahoney est né le 23 juillet 1968, bien que l'on sache peu de choses sur son éducation ou sa vie avant qu'il ne disparaisse. Il avait juste 25 ans le 22 octobre 1993 lorsqu'il a quitté la maison d'un ami à Fargo et a commencé à marcher vers l'appartement de son frère à Moorhead, Minnesota. Il y a des rapports contradictoires sur ce que Kevin faisait avant de partir. Selon certains articles, il faisait la fête avec un groupe d'amis et a été vu quittant les lieux par des témoins vers 1h du matin, mais d'autres sources affirment qu'il aidait à redécorer une maison nouvellement achetée. La maison était, selon tous les contes, un endroit où Kevin et ses amis se retrouvaient fréquemment pour socialiser et faire la fête. Comme le frère de Kevin était en déplacement cette nuit-là, on ne sait pas si le jeune homme de 25 ans est jamais arrivé à l'appartement. Il n'a tout simplement plus jamais été vu ni entendu. Michelle, la sœur de Kevin, poursuit sa quête de réponse dans cette affaire. Elle a dit aux médias que son frère était, je cite, un fils à maman et qu'il rendait souvent visite à leur mère à Dilworth. Elle a su que quelque chose n'allait pas quand il n'est pas venu ce jour-là. Alors, elle a contacté l'ami chez qui il avait passé la nuit précédente. L'ami a dit que Kevin n'était pas là, ce qui a inquiété Michelle et la famille a prévenu les autorités. C'était inhabituel pour son frère de ne pas rester en contact avec la famille car ils étaient une unité très soudée. Malheureusement, il a fallu un certain temps avant que la police ne prenne au sérieux le rapport de personnes disparues, car ils ont attribué la disparition de Kevin à un jeune homme qui avait simplement décidé de partir de son plein gré. Selon la plupart des rapports sur la disparition de Kevin, une rumeur circulait dans la ville de Fargo selon laquelle le jeune homme de 25 ans avait eu une sorte d'altercation avec un homme de Detroit Lakes et cela avait quelque chose à voir avec sa disparition. Cependant, cette rumeur est sans fondement. Un mois plus tard, en novembre 1993, une femme s'est présentée affirmant qu'elle avait vu Kevin au bar de Rick à Fargo, mais cette observation n'est pas confirmée. Michelle a de loin été la plus vocale des membres de la famille de Kevin. En 2017, elle s'est adressée à un podcast en racontant aux hôtes 2 détails qui n'avaient jamais été mentionnés dans les années précédentes. Selon Michelle, il y avait une rumeur parmi la communauté locale que son frère n'était pas en vie lorsqu'il avait été emmené de chez son ami à North Fargo. Elle a également parlé d'une paire de pantalons ensanglantés qui ont été trouvés dans cette même maison. Cependant, aucun rapport ne mentionne la récupération de pantalons ensanglantés sur les lieux dans aucun article de presse, ce qui indique que c'est probablement une autre rumeur. Ces dernières années, Michelle a persisté à exprimer ses inquiétudes sur l'affaire. Elle et le reste de la famille de Kevin sont toujours méfiants envers l'ami propriétaire de la maison qui était avec le jeune homme de 25 ans la nuit de sa disparition. Elle a dit à un média « Dès que Kevin a disparu, personne ne voulait retourner dans cette maison. Personne ne voulait traîner avec cet individu. » Le propriétaire a apparemment aussi vendu la maison juste 2 mois après la disparition. Selon la page du projet Charlie de Kevin, plusieurs personnes ont passé et réussi des tests de polygraphe dans les années qui ont suivi la disparition. Mais il n'y a aucune source indiquant qui a passé ces tests et comme nous le savons tous, ils sont notoirement peu fiables. En 2010, un nouvel enquêteur a été affecté à l'affaire et en 2011, une section de la maison où Kevin a été vu pour la dernière fois a été fouillée mais cela n'a rien révélé. Encore une fois, une rumeur locale a conduit beaucoup à spéculer que le jeune homme avait été enterré quelque part sur la propriété. La police a visité la maison à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais trouvé aucune preuve. Concernant le cas de Kevin, les autorités pensent que le jeune homme de 25 ans a été victime d'un acte criminel. L'affaire a changé de main plusieurs fois et a été rouverte 3 fois au fil des années. La plupart des détectives qui ont examiné l'affaire pensent que l'enquête originale n'a pas reçu l'attention appropriée, à son grand détriment. La disparition de Kevin est l'une des plus anciennes affaires non résolues de Fargo.
Elle a été examinée à nouveau en 2017 suite à de nouvelles informations, mais jusqu'à présent, le sort du jeune homme échappe à la fois à sa famille et aux autorités. La famille de Michelle vit toujours dans le même parc de maisons mobiles qu'au moment de la disparition de Kevin, bien que la mère de Kevin soit décédée en 2013. Michelle a juré de continuer à chercher des réponses. Kevin a été vu pour la dernière fois le 2 octobre 1993. C'est un homme blanc aux yeux bleus et aux cheveux bruns qui était long et raide au moment de sa disparition. Il mesure environ 1,75 m à 1,77 m et pesait environ 70 à 75 kg lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. S'il est toujours en vie, il aurait 52 ans. Si vous avez des informations sur la disparition de Kevin, vous pouvez contacter le département de police de Fargo au 70124 11405. Tanya Monique Leonard. Notre prochaine destination vous est présentée par notre mécène Ainsley qui a choisi la ville de Bartow, en Floride. Accueillant un festival d'art annuel, de nombreux musées et lieux historiques, ainsi que plusieurs entreprises familiales, Bartow pourrait être l'une des dernières deux villes à venir à l'esprit lorsque vous pensez à des crimes sombres. Cependant, partout a sa part de mystère. Tanya Monique Leonard est née le 16 novembre 2001 de Miranda Jones et son petit ami Michelle Lewis. Sa vie a été tragiquement écourtée avant même qu'elle ne commence vraiment. Le 19 octobre 2002, Miranda a déposé Tanya chez Michael au complexe Azalea Gardens sur Gulf View Avenue vers 10h30 du soir. Il gardait les enfants pour la nuit afin que Miranda puisse aller à une fête. Selon la mère de l'un, c'était la dernière fois qu'elle voyait sa fille. Cependant, Michael conteste cette affirmation, déclarant que Miranda a récupéré Tanya quelque part entre 8h30 et 9h le lendemain matin. Un jour plus tard, le 20 octobre, Miranda a appelé la police pour signaler une altercation physique entre elle et Michael. Elle a déclaré qu'elle était allée rendre visite à son petit ami le soir du 19 pour récupérer sa fille, probablement après la fête, mais Michael lui a dit que la petite de 11 mois n'était pas là. Elle était chez une amie, donc Miranda est allée chez l'amie mais a trouvé la maison vide. Elle est retournée à la résidence pour confronter Michael qui aurait alors menacé la mère d'un enfant et l'a expulsée de la maison si violemment que plusieurs de ses dents ont été arrachées pendant ce temps. Michael a dit aux autorités que sa petite amie l'avait attaqué avec un couteau de cuisine, coupant ses mains et qu'il l'avait frappé en légitime défense. Du sang a été trouvé dans l'appartement par les enquêteurs, qui ont également pris des photos des mains de Michael, qui portait de multiples blessures au couteau. Les autorités pensent qu'il est possible que Tanya ait été utilisée par ses parents comme un pion dans leur conflit domestique. Dans une interview de 2006, Miranda a dit aux médias qu'elle croyait que sa fille était vivante et qu'elle était prise en charge par la famille de Michael. Elle a dit qu'il y avait eu des tensions entre elle et son petit ami concernant l'identité du père biologique de Tanya. Un test de paternité avait été prévu un certain temps après la disparition de la petite de 11 mois. Miranda a ajouté qu'elle croyait que Michael avait caché Tanya parce qu'il avait peur de perdre la garde de celle-ci si elle n'était pas sa fille biologique. Après la disparition, Miranda et Michael ont continué à se voir de manière intermittente. Un an plus tard, ils ont eu un autre bébé. Cependant, le département des enfants et des familles de Floride a cherché à mettre fin aux droits parentaux du couple envers leur nouvel-né. Par conséquent, Miranda et Michael n'ont plus la garde de leur bébé, qui a été adopté par une autre famille. Dans les années qui ont suivi la disparition de Tanya, Michael a été arrêté au moins 6 fois. La plupart des accusations sont en relation avec des disputes avec Miranda. Bien qu'il n'y ait aucune preuve physique indiquant qu'elle est décédée et que certains enquêteurs pensent qu'elle pourrait encore être en vie, la police de Bartow semble penser qu'il est très probable que Tanya soit morte. La plupart des enquêteurs pensent qu'au moins l'un des parents était impliqué dans la disparition et la mort probable de Tanya. Malheureusement, ils ne peuvent pas porter plainte contre le couple en raison de leurs récits contradictoires et du manque de preuves. À un moment donné, les procureurs ont offert à Michael et Miranda l'immunité contre toutes les charges s'ils ramenèrent le bébé de 11 mois vivant, mais tous deux ont refusé de coopérer et ont rejeté l'offre.
Le couple a continué à s'accuser mutuellement de la disparition, mais aucune preuve n'est disponible pour soutenir l'une ou l'autre version de l'histoire. Selon certains rapports, Miranda a eu son premier fils en 2006, mais avec un père différent. À l'époque, il semblait probable qu'elle perdrait également la garde de cet enfant, bien qu'il ne soit pas clair si c'était le cas. Dans les années plus récentes, Michael a été impliqué et accusé de trafic de drogue. En 2012, la grand-mère maternelle de Tanya, Teresa Manning, a dit aux journalistes qu'elle cherchait toujours la petite fille et espérait pouvoir la ramener à la maison un jour, disant à News One « Chaque année a été vraiment difficile ». En observant les dates de naissance et de décès, vous vous interrogez sur ce qui est arrivé. Elle a ajouté que la famille était en grande souffrance à cause de la disparition. Tanya Monique Léonard n'avait que 11 mois lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois le 19 octobre 2002. C'est une femme noire, aux cheveux noirs, aux yeux marrons et aux oreilles percées. Elle a une tache de naissance claire sur la jambe droite. Si elle est toujours en vie, elle aura 19 ans. Si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Tanya, vous pouvez appeler le département de police de Bartow au 863 5345 034. Mary Jane Van Glider. Passons à notre troisième affaire, celle-ci nous vient de notre patron Nick, qui a choisi l'État du Midwest de l'Ohio comme lieu. Connu pour ses nombreuses attractions touristiques et comme le lieu de naissance de plusieurs figures influentes, de Warren Harding à Neil Armstrong, l'Ohio est également remarquable pour plusieurs affaires non résolues qui sont bien connues dans la communauté du vrai crime. Né le 19 novembre 1911 à Fairmont, en Virginie-Occidentale, on sait peu de choses sur l'éducation de Mary Jane Croft. En 1929, âgée de seulement 17 ans, elle épouse James Van Glider et le couple vit dans une ferme rurale en Virginie-Occidentale avec leurs 5 enfants. Le couple a en fait eu 7 enfants ensemble, mais malheureusement 2 sont décédés à la naissance. James travaillait pour l'administration du progrès des travaux, une agence qui a été créée par Franklin Saint-Saëns Roosevelt pour mettre les citoyens au travail pendant la Grande Dépression, tandis que Mary Jane était une mère au foyer. À un certain moment de leur relation, celle-ci a commencé à se dégrader. Mary Jane a allégué que son mari était un alcoolique violent et le couple a finalement divorcé en 1943. La mère de 5 enfants a décidé de déménager dans un petit appartement seul, laissant les enfants avec James avant de déménager à Willard, Ohio, en 1944. Elle n'est restée ici que brièvement avant de déménager à 30 minutes de là à Plymouth. Ici, Mary Jane a pris un emploi de magasinier au dépôt de l'Air Force à Shelby, Ohio. En mai de 1944, elle a été promue au poste de jeune ouvrier. Les choses semblaient si bien se passer pour la trentenaire dans sa nouvelle vie. Le jour de la Saint-Valentin de 1945, Mary Jane a demandé le divorce de son mari. Elle échangeait régulièrement des lettres avec ses enfants, envoyant à sa fille aînée, Anna, qui avait 14 ans, des vêtements et des obligations de guerre avec ses notes. Anna a ensuite reçu une lettre de sa mère exigeant le retour de ses obligations de guerre. La jeune fille de 14 ans a obtempéré et brusquement, Mary Jane a cessé tout contact avec ses 5 enfants. Le 8 mars 1945, Mary Jane a demandé à être immédiatement libérée de son travail, invoquant comme raison des tâches ménagères supplémentaires. Elle a signé les documents appropriés en personne. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait la mère de 5 enfants. Des mois plus tard, le 23 novembre, James Van Glider a demandé le divorce de sa femme séparée. Comme Mary Jane n'a pas répondu, James a obtenu le divorce et la garde des enfants juste 3 jours plus tard. Il s'est ensuite remarié. Anna devenait de plus en plus anxieuse quant à l'endroit où se trouvait sa mère et ne croyait pas qu'elle partirait simplement sans garder le contact avec elle ou ses autres enfants. Lorsque le frère de Mary Jane est revenu de la guerre, une recherche a été lancée pour retrouver la mère de 5 enfants disparus, mais il semble qu'elle ait apporté très peu d'informations. En 1949, le shérif de Fairmont a demandé un contrôle de bien-être, mais le chef de la police de Plymouth n'a pas pu localiser la femme qui a maintenant 38 ans.
Son dernier employeur connu, le dépôt, a été contacté et ils ont répondu en mai 1952, donnant ses 2 dernières adresses connues en Ohio et indiquant la date de son départ et la raison de son départ. Pendant ce temps, Anna a continué à chercher sa mère, écrivant des lettres à Edgar J. Hoover, l'administration de la sécurité sociale et le département du Trésor des États-Unis. Cependant, aucune de ces correspondances n'a jamais donné à Anna les réponses qu'elle désirait. James Van Glyder est mort en 1985. Peu de temps avant sa mort, la maison familiale en Virginie de l'Ouest avait été incendiée, détruisant tous les indices potentiels et les documents de Mary Jane avec elle. En 2018, l'affaire a été reprise par le détective Adam Turner du département de police de Shelby, Ohio. Il a découvert 2 Jane Does qui pourraient correspondre à Mary Jane et cherche à faire exhumer leur corps. Il existe actuellement une page GoFundMe qui a été créée pour aider à financer l'exhumation et les tests acides désoxyribonucléiques de la Jane Doe d'Eton, Ohio, connue sous le nom de Penny. Elle pourrait correspondre à Mary Jane et le lien GoFundMe peut être trouvé dans la description de cette vidéo. Fait intéressant, la sœur de Mary Jane, Rose, a disparu quelques années après la mère de 5 enfants. Le détective Turner a dit qu'il est possible que les disparitions soient liées, mais a également admis qu'il y a très peu d'informations disponibles sur Rose. Les autorités n'ont même pas pu trouver une photo d'elle. On sait qu'elle était quelque part dans le nord-est des États-Unis dans les années 60, parce que Mary Jane Sighted a ajouté des tâches ménagères lorsqu'elle a quitté son emploi. De nombreux détectives en ligne ont théorisé qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, est devenue enceinte et a décidé de recommencer à zéro quelque part. D'autres ont suggéré qu'elle est peut-être tombée enceinte de quelqu'un qui était tout aussi abusif ou plus que son mari. Certains ont même soupçonné James Van Glyder d'être impliqué dans la disparition de son ex-femme. Ce ne sont que des théories. Et pour l'instant, il est impossible de dire ce qui est réellement arrivé à Mary Jane en 1945. Mary Jane Van Glyder a été vue pour la dernière fois le 8 mars 1945 au dépôt de l'Air Force à Shelby, Ohio. Elle était une femme blanche de 33 ans avec des cheveux bruns, des yeux bruns et des taches de rousseur sur le pont de son nez. Elle pourrait avoir des cicatrices sur son épaule suite à un coup reçu par l'hélice d'un avion. Elle avait des dents abîmées ou en décomposition au moment de sa disparition et mesurait environ 1,65 m et pesait environ 75 kg. Si vous avez des informations sur la disparition de Mary Jane, vous pouvez appeler le département de police de Shelby au 81 9347 2242. Corey McCaig. Notre premier et unique cas britannique de ce mois provient de la belle et historique ville de Bury St Edmunds en Angleterre, un lieu choisi par notre mécène Claire. Entourée de collines verdoyantes, certaines des attractions touristiques les plus appréciées de Bury incluent la cathédrale de St Edmundsbury et les magnifiques jardins de l'abbaye. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence pittoresque et humble car Bury St Edmunds abrite l'un des cas non résolus les plus déroutants du Royaume-Uni. Né à Perth, en Écosse, en septembre 1993, Corey McCaig et ses 2 frères ont été principalement élevés par leur mère, Nicola, suite à son divorce de leur père. En 2013, à l'âge de 20 ans, Corey a rejoint la Royal Air Force. Il s'était affecté au 2e escadron du régiment de la Royal Air Force basé à Royal Air Force Huntington après sa formation. Ici, il est devenu le mitrailleur et le médecin principal de son escadron. Corey a été vu pour la dernière fois aux premières heures du matin le 24 septembre 2016 à Bury St Edmunds. Le jeune homme de 23 ans s'était rendu en ville pour passer une soirée avec ses amis. Bien qu'il ait beaucoup bu, il avait l'intention de laisser sa voiture en ville et de revenir la chercher le lendemain. Aux premières heures du matin, après avoir quitté la boîte de nuit Flex sur la rue St Andrews South, les amis se sont séparés et Corey est allé seul dans un restaurant à emporter appelé Mamma Mia. On l'a vu ici entre 1h15 et 1h30 du matin. La dernière apparition connue de Corey était vers 3h25 du matin où il avait été capturé par une caméra de surveillance à l'extérieur de la rue Brent Govel.
Il a été vu entrant dans ce qui a été décrit comme une zone en forme de fer à cheval, derrière plusieurs magasins, où se trouvaient un certain nombre de bacs à roulettes industrielles. Il n'y a pas d'image montrant le jeune homme de 23 ans ressortir. Un témoin s'est ensuite manifesté, affirmant avoir vu le jeune homme derrière une sucrerie vers 4h20 du matin, mais cette observation a depuis été démentie. Comme Corey avait le week-end de libre au travail, sa disparition est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il ne se présente pas à ses fonctions le lundi matin. La chasse à Corey était énorme. La police a dépêché des hélicoptères et a été assistée par la Royal Air Force et l'équipe de recherche et de sauvetage des bases militaires du Suffolk, mais aucune trace de Corey n'a été trouvée. Finalement, les autorités ont vérifié l'activité téléphonique du jeune homme de 23 ans et ont découvert que le matin de sa disparition, son téléphone a parcouru 12 miles en 28 minutes, une distance non réalisable à pied. Le mobile a été localisé dans une décharge près du village de Barton Mills et avait été éteint, endommagé ou avait manqué de batterie à 8h du matin. Ce matin-là, en octobre, le camion à ordures, qui était censé transporter le téléphone portable de Corey, a été saisi, mais il n'a révélé aucune nouvelle preuve. À l'époque, il a été noté que le camion ne transportait que environ 33 livres le matin de la disparition, indiquant qu'il n'aurait pas pu transporter un corps. Des recherches ont eu lieu le long de la route entre Bury St Edmunds et Barton Mills, mais là encore, aucune preuve n'a été trouvée. Il a été spéculé pendant un moment que peut-être Corey avait accepté un lift d'un inconnu, quelque chose que sa mère, Nicola, a dit qu'il n'avait pas peur de faire. Nicola a fait appel au public pour obtenir des informations, et les autorités ont décidé qu'il était probable que le jeune homme de 23 ans avait quitté la ville, volontairement ou non. Plus tard en octobre, un cadavre démembré et brûlé a été trouvé dans une valise près du village de Tintwistle. On pensait que les restes appartenaient à un homme blanc de moins de 50 ans, mais les tests acides désoxyribonucléiques ont prouvé que le corps n'était pas celui de Corey. Un mois plus tard, les autorités ont révélé qu'entre 3 et 5 heures du matin, le matin de la disparition de Corey, 39 personnes ont pu être vues sur les caméras de surveillance dans la zone où le jeune homme a été vu pour la dernière fois. Initialement, seules 16 personnes ont été identifiées. Cependant, l'aide du public a permis à la police d'identifier 13 autres personnes en décembre. Le même mois, une zone boisée entre Barton Mills et Royal Air Force Honington a été fouillée et il a été théorisé que peut-être Corey avait été frappé par un véhicule. Cependant, rien n'a été trouvé concernant l'affaire. Plus tard, en décembre 2016, Nicola a déclaré publiquement qu'elle pensait que la police n'enquêtait pas correctement sur la disparition de son fils. Elle a ajouté qu'elle envisageait d'engager un détective privé pour suivre les pistes qu'elle estimait avoir été ignorées par la police. Cependant, Nicola a reporté l'embauche d'un détective privé lorsque la police du Suffolk a accepté d'enquêter sur un incident survenu le 25 septembre où 3 hommes ont incendié une voiture. Cependant, la police n'a trouvé aucun lien entre l'incident et la disparition de Corey. En janvier 2017, l'arrière d'un téléphone portable a été trouvé là où le signal du téléphone de Corey avait été détecté pour la dernière fois. Cependant, sans carte Subscriber Identity Module ni aucune pièce électronique, la police n'a pu obtenir aucune information supplémentaire à partir de cette découverte. Un mois plus tard, la police a commencé une fouille de la décharge près de Barton Mills. Ils ont théorisé que Corey était monté dans l'une des poubelles industrielles près de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois et avait été vidé dans le camion poubelle plus tard ce matin-là où il a ensuite été écrasé à mort. La famille du jeune homme de 23 ans a eu du mal à croire que c'était le cas puisque sa voiture était garée à proximité. Cependant, le père de Corey, Martin, a dit aux médias que son fils avait l'habitude de dormir sur ou à l'intérieur des poubelles à roulettes. Il n'est pas clair pourquoi personne n'a remarqué le poids incroyable de la poubelle à roulettes et pourquoi aucun des éboueurs n'a pensé à vérifier à l'intérieur ce qu'ils sont censés faire pour prévenir des incidents comme celui-ci. En mars de cette année-là, les autorités ont révélé que le camion à ordures de la route où Corey a disparu pesait, en réalité, plus que ce que l'on pensait initialement, ce qui signifie qu'il était possible qu'il soit finalement à l'intérieur du camion. Le 21 juillet 2017, après une recherche de 20 semaines, la chasse a été arrêtée par la police. Rien n'a été trouvé en lien avec l'affaire de Corey. Les seuls restes humains découverts étaient un crâne humain qui appartenait à une femme et datant d'avant 1945.
À ce moment-là, les autorités avaient fouillé 6500 tonnes de déchets. La décision de stopper les recherches a été vivement critiquée. Nicolas a demandé une injonction pour empêcher que la zone où l'on pensait que les restes de Corey soient perturbés. Nicolas, ainsi que les deux frères de Corey, ont publiquement parlé des prétendues incohérences concernant le poids des camions à ordures. Les trois pensaient que les données avaient été manipulées ou que quelqu'un avait menti à la police. Nicolas a ajouté que les images de vidéosurveillance que la police avait de la nuit où son fils a disparu s'arrêtaient à minuit, le samedi suivant. Elle a affirmé qu'il était possible que Corey ait quitté la zone quelque temps après cela. Cependant, Martin pense que son fils est mort après s'être endormi dans une poubelle sur roue, comme la police l'a suggéré. Dans les années qui ont suivi sa disparition, ni les comptes bancaires de Corey, ni ses réseaux sociaux n'ont été touchés. En août 2020, des restes humains ont été trouvés dans des sacs poubelles dans la rivière Stour-Sudbury. Cependant, il a été établi qu'il n'appartenait pas au jeune homme de 23 ans. À la demande de la famille, une enquête sur la mort de Corey devrait avoir lieu plus tard cette année. En septembre 2021, Nicolas a continué à parler de la disparition de son fils. Elle a affirmé qu'un chauffeur de camion à ordures lui avait dit qu'il avait vu le jeune homme de 23 ans se tenir à proximité lorsque les poubelles étaient vidées et a déclaré que les autorités avaient simplement écarté cette déclaration de témoin. Elle a également révélé que la femme d'un chauffeur de taxi l'avait contactée, affirmant que son mari avait battu un jeune homme la nuit de la disparition de Corey et l'avait laissé dans les bois après qu'il ait vomi dans son taxi. Elle pensait que le jeune homme aurait pu être le fils de Nicolas. Une autre rumeur que Nicolas a entendue était que Corey avait été jeté dans la poubelle suite à une tentative de vol raté. Un détective à la retraite a exprimé sa propre conviction que plusieurs personnes étaient impliquées dans ce qui est arrivé au jeune homme de 23 ans. L'affaire est toujours non résolue. Corey a été vu pour la dernière fois sur la rue Bent Govel à Bury St. Edmunds vers 3h25 du matin. Le matin du 24 septembre 2016. C'est un homme blanc avec des cheveux courts, de couleur châtain clair et de corpulence moyenne. Il mesure environ 5 pieds 10 et a été vu pour la dernière fois portant un jean blanc et une chemise rose. Si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Corey, vous pouvez appeler Crime Stoppers au 08005551111. Notre dernier lieu de cas ce mois-ci vient de notre patron, Jacob, qui a choisi la ville de Watertown dans le Wisconsin. Divisé entre les comtés de Jefferson et Dodge, Watertown compte environ 24 000 habitants et se situe le long de la rivière Rock, un affluent du fleuve Mississippi qui traverse le Wisconsin et l'Illinois. Apparemment petite et inoffensive, cette ville abrite l'un des cas non résolus les plus persistants de l'État. Michelle Manders n'avait que 2 ans lorsqu'elle a disparu de la maison de ses parents en pleine nuit, le 13 octobre 1981. Elle a été découverte disparue le matin suivant, le 14 octobre, par sa mère, Jeanne. Le père de Michelle, Mike, était en voyage d'affaires à Appleton au moment de sa disparition, laissant une Jeanne paniquée vider la maison dans une tentative désespérée de retrouver sa fille de 2 ans disparue. Vers 8h36 du matin, la police est arrivée sur les lieux et a classé l'affaire comme un enlèvement. Ils ont immédiatement lancé une recherche pour la fillette disparue. Ce même matin, la police a trouvé le sac à main de Jen à environ un pâté de maison du domicile familial. Le contenu du sac avait été renversé au sol, mais il n'y avait aucun signe de Michelle. Un jour plus tard, les autorités ont annoncé qu'un homme nommé Joe Mueller était leur principal suspect. Joe était le mari de l'amie de Jan, Terry, une jeune femme qui avait à la fois la schizophrénie et des déficiences intellectuelles. Terry était à la maison la nuit où Michelle a disparu, car Jeanne lui apprenait à coudre. Son mari était censé venir la chercher à 10h30 ce soir-là, mais comme il n'est pas venu, Jeanne a permis à Terry de passer la nuit avant de se retirer elle-même au lit. Le lendemain, elle a trouvé une note de son ami qui disait que Joe était venu la chercher à minuit 15. Bien que Joe ait un long casier judiciaire, ses crimes étaient principalement du vandalisme, du vol, des cambriolages et des intrusions.
Cependant, les choses ont pris un tournant lorsque les autorités ont parlé à l'ex-femme de Joe qui leur a dit qu'il l'avait maltraité, mais pas leur fils, Joe Jr., qui était décédé à l'âge de 3 mois en 1975. Apparemment, Joe avait été le principal suspect dans la mort de l'enfant à l'époque. Il aurait prétendument donné une fessée à Joe Jr. alors qu'il n'avait qu'1 mois pour être gâté et l'avait laissé si près d'un radiateur qu'il avait fini par avoir des brûlures. Étrangement, Joe s'était présenté à la maison des Manders à 10h passées de 7 le matin de la disparition de Michelle. Jeanne a noté qu'il n'avait pas aidé à la recherche de sa fille et on ne sait pas pourquoi il s'était présenté si tôt à la maison. Une autre incohérence dans l'affaire est que Joe prétendait avoir récupéré Terry à 11h45 et non à 12h15 comme elle l'a dit. Le 16 octobre, 3 serveuses et plusieurs clients d'un café à Blackhurst, à environ 70 miles à l'ouest de Watertown, ont vu une fille correspondant à la description de Michelle avec un couple d'âge moyen dans la fin de quarantaine à début cinquantaine. Beaucoup pensaient que leur comportement était étrange car ils semblaient trop âgés pour avoir un enfant de 2 ans. Le personnel et les clients ont tous noté que l'homme ignorait la petite fille tandis que la mère refusait de lui laisser prendre une glace gratuite qui leur était offerte. Lorsque la fille a été emmenée aux toilettes par sa mère plus tard, elle a commencé à crier. Le couple est parti rapidement par la suite. Les serveuses se sont manifestées le 21 octobre, racontant à leur commissariat local ce qu'elles avaient vu. Et l'information a été transmise aux autorités de Watertown. On a dit aux 3 femmes que les enquêteurs de l'affaire prendraient en contact avec elles, mais personne ne les a jamais contactées. À peu près à la même époque, la police a annoncé publiquement qu'elle pensait que Michelle avait été enlevée. La police a également interrogé Terry qui a dit aux autorités qu'elle avait ouvert la porte arrière pour Michelle et lui avait donné le sac à main de sa mère à 11h du soir, le soir de la disparition. Cependant, il n'est pas exactement clair ce qui s'est passé car les histoires de Terry peuvent être confuses et contradictoires. Certains enquêteurs ont suggéré qu'il est possible que Terry ait laissé la porte arrière ouverte quand elle a quitté la maison cette nuit-là et que Michelle se soit égarée. Après cette interview, le Federal Bureau of Investigation a quitté l'enquête, affirmant leur conviction qu'ils n'avaient pas de compétences. Le 5 novembre 1981, moins d'1 mois après sa disparition, le corps de Michelle a été retrouvé sur la rive ouest de la rivière Rock, à 2 miles de sa maison, dans une zone qui avait déjà été fouillée. Elle portait encore son pyjama rose qu'elle avait mis pour aller se coucher. Un pathologiste qui a travaillé sur le cas a conclu que Michelle devait s'être noyée. Il est parvenu à cette opinion par processus d'exclusion car il n'y avait aucune preuve de traumatisme avant la mort. Cependant, une possible hémorragie a été trouvée dans le crâne et il y avait du sang près du milieu de l'oreille. Ces blessures auraient pu être causées par strangulation ou étouffement. Le pathologiste n'a également pas pu déterminer quand Michelle est décédée. Malgré les blessures qu'elle avait subies, sa mort a été jugée comme un accident. 1 an plus tard, en octobre 1982, la mère de Michelle, Jean, a engagé un détective privé nommé Norbert Kuczewski, qui a pris l'affaire gratuitement. Après avoir examiné les dossiers de l'affaire, Norbert a découvert les déclarations des témoins des serveuses du café et est allé leur parler immédiatement. Quelques mois plus tard, en janvier 1983, l'affaire de Michelle a été rouverte. Peu de temps après, Norbert a interrogé Terry Muller qui lui a dit qu'environ 5 minutes après avoir laissé Michelle sortir par la porte arrière, une voiture est entrée dans l'allée. Au début, Terry pensait que c'était son mari, mais en se rapprochant, elle a remarqué que c'était un grand véhicule blanc alors que Joe conduisait une petite voiture rouge. Terry a affirmé qu'elle avait vu Michelle dans le véhicule regardant par la fenêtre arrière. La petite sœur de 2 ans, Jennifer, a mentionné à sa mère un homme ombre qui entrait dans la chambre des deux au milieu de la nuit. Ces dernières années, Jennifer a dit aux médias qu'elle se souvient toujours d'un homme entrant dans leur chambre, mais qu'elle n'est pas certaine de qui il s'agissait. À l'époque, elle supposait que son père était rentré tôt à la maison, alors elle s'est rendormie. Cette piste n'a jamais été explorée. Un autre suspect dans l'affaire de Michelle était un homme nommé James Dunn, qui a attiré l'attention de la police après que son ex-femme a fait part de ses propres soupçons. Dunn avait été condamné pour avoir agressé les 3 filles de son ex-femme et était soupçonné d'avoir tué plusieurs personnes dans les années 80. Cependant, Dunn était en prison au moment de la disparition de Michelle. Le 3e et dernier suspect dans cette affaire était un homme nommé Edward Wayne Edwards, un homme à tout faire au début des années 1980, qui travaillait à la Maison Concorde.
Son acide désoxyribonucléique a été retrouvé sur une moitié d'un couple disparu qui a disparu après une réception de mariage à la Maison Concorde en 1980. En 2009, après avoir été confronté aux preuves acides désoxyribonucléiques, Edwards a avoué avoir tué Timothy Hack et son amour de lycée, Kelly Drew. Il a ensuite avoué avoir tué un autre couple de l'Ohio et un jeune homme qu'il considérait comme son fils adoptif. Cependant, Edwards a maintenu que ce étaient ses seules victimes et il ne s'est jamais impliqué dans l'enlèvement de Michelle. Il est décédé en avril 2011. Après la disparition de Michelle, son père, Mike, a refusé d'en discuter. Cela a conduit à des tensions entre lui et Jean qui ont finalement abouti à un divorce. Mike s'est remarié et sa nouvelle épouse a pris en charge les enfants, Jennifer et Christopher, qui avaient 4 et 6 ans en 1981. Et Jean n'a pas tenté d'obtenir la garde. Compréhensiblement, la mort de Michelle l'a dévastée. Et elle a passé un certain temps à voyager avec un camionneur avant de finalement rentrer chez elle, où elle a tenté de se suicider. Le cas de Michelle reste non résolu. De nombreux enquêteurs et détectives en ligne ne croient pas qu'elle se soit simplement égarée de son propre chef, car le voyage jusqu'à la rivière était plutôt long et périlleux, et c'était une nuit sombre et froide lorsqu'elle aurait prétendument quitté par la porte arrière. Un procureur de district nommé Richard Perkins n'a jamais approuvé la clôture de l'affaire en tant qu'accident. Il était sceptique quant à cette affirmation et pensait que l'on ne pouvait pas exclure un acte criminel. La plupart des documents et des preuves dans cette affaire ont depuis été détruits, et il semble malheureusement probable que les réponses continueront à échapper à la fois aux forces de l'ordre et à la famille de Michelle. Et voilà les faits. Merci beaucoup à tous nos supporters sur Patreon. Félicitations aux gagnants de ce mois et bonne chance à tous ceux qui participeront au tirage au sort de la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.